Salut les amis, bienvenue sur Rhino Ciné. Alors, vous avez vu l'intro, hein, voilà, c'est un peu spécial aujourd'hui. Je vais dédicacer cette vidéo à mon chat. Oui, je dédicace cette vidéo à mon chat. Il avait 16 ans et bon, il a fait partie de notre famille voilà, pendant 16 ans. Qu'à le dire, il a connu mon fils tout bébé jusqu'à maintenant. Mon fils va avoir 17 ans bientôt, donc là il avait 16 ans. Mon chat il allait partir sur la 17e, bon bref. Et voilà, ça fait un grand vide, un grand mal. Voilà, donc je vais dédicacer. Vous avez vu l'intro, j'ai fait même une fausse société de production au nom d'Émile. Donc il s'appelait Émile, mon chat, et bon, on le surnommait Mimi, c'est pour ça que ça s'appelle Mimi Production. Je me suis pas embêté, mais celui que vous voyez au début, c'est vraiment lui. Voilà, donc voilà, je voulais dédicacer cette vidéo. Parce que c'est un film qui n'a rien à voir avec mon chat, quoique mon chat aurait peut-être fait qu'une seule bouchée de l'animal dans lequel on va parler dans le film qui suit. Voilà, parce que mon chat, bon, il avait bon appétit quand même, et puis bon, mais il était tellement expressif et tellement... vous comprenez ce qu'il disait, c'était vraiment un chat spécial, j'ai jamais vu de chat comme lui. Et je me dis qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, et puis ça me fait du bien. Voilà, c'est pour ça que désormais, il y aura toujours Mimi Production maintenant au début de mes vidéos. Voilà. Allez, on passe à la suite. Mais des fois, ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Bonjour, donc c'est Rhino Ciné. Donc oui, hein, donc après cette intro un peu émouvante, voilà. On en vient donc aux Dents de la Mer, donc film culte hein, de Steven Spielberg, hein, d'après un roman de Peter Benchley. On va commencer par le début, par le roman de Peter Benchley qui est sorti en 1974. D'ailleurs, le voici. Vous voyez, j'ai réussi à l'avoir. Hein, ça fait pas beaucoup de pages, hein, ça fait à peu près, ouais quand même. Je ne me rappelais plus qu'il y avait autant de pages. Ouais, 311 pages exactement à lire, c'est pas mal. Évidemment, vous verrez, après, il y a quelques différences entre le bouquin et le film qui est sorti un an plus tard, voire même début 76 chez nous, janvier 76. Donc c'est un film de 1975, hein, sorti aux États-Unis, janvier 76 chez nous, qui dure à peu près 2 heures, 2h05, et de Steven Spielberg, bien sûr, dont c'est le troisième film, en comptant pas les séries qu'il avait fait au début, enfin l'épisode de Colombo, je crois, enfin il a fait son téléfilm Duel qui est devenu un film, hein, on va dire, presque, qui est sorti au cinéma, et Sugarland Express juste avant, je crois, puis voilà, c'était tout, et Les Dents de la Mer, c'est vraiment son troisième film, on va dire, en tant que réel, et déjà chef-d'œuvre, quoi. Donc il faut savoir que c'est un roman de Peter Benchley qui a participé au scénario, Peter Benchley qui est décédé en 2006 de problèmes pulmonaires, mais... donc scénario de Peter Benchley, donc l'auteur du roman, et de Carl Gottlieb qui joue dans le film l'adjoint au maire. Donc voilà, la musique bien sûr de John Williams, donc déjà associé à Spielberg à l'époque, produit par Richard Zanuck et David Brown, donc les deux producteurs attitrés de Spielberg à l'époque là. Alors pour un coût de budget, donc le budget de ce film, écoutez bien, 4 millions, et évidemment 4 millions, et entre deux, il y a eu quelques soucis, on va dire, il y a eu quelques soucis de production, évidemment. Donc le requin qui marchait pas, il y a eu à cause du sel, de l'eau, de ça, le requin mécanique ne marchait pas, donc forcément, il y a eu des coups, à chaque fois il fallait refaire un requin, il y a eu des retards à cause des bateaux qui se promenaient dans le décor et tout ça, ils ont dû attendre des plombs, il y a eu un énorme moment de retard sur la production, et Sid Sheinberg, le directeur de production de l'époque, avait demandé à Spielberg et au producteur de se pointer, et dire comment ça se fait qu'il y a autant de retard, et ils ont réussi, suite à une grève de producteurs ou de scénaristes, je ne sais plus, la grève s'est arrêtée, et ils ont réussi à avoir une rallonge de budget, donc c'est passé de 4 à 9 millions en fin de tournage, et de 9 millions, et ils se mordaient les doigts, ils se disaient ça marchera jamais, et au final, ils ont bien fait de faire une rallonge, puisque le film a rapporté 470 millions dans le monde, pour 9 millions de budget, vous vous rendez compte, c'était déjà colossal 9 millions à l'époque, hein, parce que c'était pas comme les budgets de maintenant ils poussent à mort les budgets, sachant que les trois quarts dans le salaire des acteurs, mais là c'était 9 millions le budget du film, c'était déjà beaucoup à l'époque, et il en a rapporté 470 millions, dont 260 millions aux États-Unis et 210 dans le reste du monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des Dents de la Mer, je vais vous faire une critique rapide, hein, mais bon, un chef-d'œuvre pareil, franchement, suite à
à des coûts de production comme ça, c'est vrai qu'on aurait pu se douter qu'il y aurait eu des problèmes. Et genre, comme quoi, il y avait peut-être des problèmes à résoudre, dont des petits problèmes techniques aussi. Réduisez. Moi aussi je peux réduire, qu'il vienne lui tripatouiller cette chiasse. Il nous faudrait un plus gros bateau. Bah oui, là je pense qu'il faudrait un plus gros bateau. Vous voyez, des problèmes techniques. Il faudrait un plus gros bateau. Et donc on va dire que c'est le premier blockbuster de l'histoire. D'ailleurs c'est le premier blockbuster de l'histoire avec les chiffres qu'il a fait. Et bah, c'est plus qu'un film de requin, c'est le film de requin. Parce que il a été souvent imité après, hein, jamais égalé d'ailleurs. Spielberg nous offre, bah, c'est une vraie leçon de cinéma qu'il nous offre, parce que, et puis de suspense aussi, parce que là, puis la narration, on va dire, il faut quand même avoir une idée, il nous offre une intrigue, pourtant simple au départ, hein, parce que c'est quoi, c'est un requin qui attaque une petite île pour se taper la meilleure table à déjeuner, quoi. C'est tout, c'est un requin qui attaque une île côtière, point barre. Une idée simple, mais il nous fait arriver la peur dans le film et l'angoisse sur quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Le fait de suggérer le requin, et en ne le montrant pas tout de suite, c'est une idée de génie. C'est une idée de génie, le fait de nous montrer le requin, parce qu'il est suggéré le requin, au début le requin, vous le voyez qu'à partir du milieu du film, voire même vite fait au milieu du film, mais après pendant l'attaque, quand ils vont le chercher à 3 sur le bateau. Mais quand c'est encore plus flippant de savoir ce qu'il y a en dessous sans le voir, c'est quand même, c'est une putain de génie, c'est pour ça aussi que ça a marché. Et tout va bien dans ces moments d'angoisse avec la musique de John Williams qui est devenue carrément indissociable du film. Vous pouvez pas vous dire maintenant la musique elle va avec ça, c'est indissociable. Vous pouvez pas dire la musique ne va pas avec le film, c'est pas possible. Là ça passe crème quoi. Et on a aussi 3 personnages principaux, désolé de le dire, mais qui sont complètement différents, c'est pour ça qu'ils se complètent très bien. Le trio donc, que vous voyez ici, donc Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. Donc on a le chef Martin Brody, joué par Roy Scheider, qui est vulnérable, humain, qui est même aquaphobe, en plus de ça, donc qui supporte pas l'eau, suite à un truc qu'il a eu dans sa jeunesse. On a Quint, joué par Robert Shaw, donc le vieux chasseur un peu alcoolo, chasseur obsessionnel du requin, qui est un peu taré sur les bords suite à ce qu'il a vécu, et vous verrez pour ceux qui ont vu le film, je pense que les 3 quarts l'ont vu, son fameux monologue qui se passe sur l'USS Indianapolis pendant la guerre, et qui le raconte vachement bien. C'est d'ailleurs, c'est con à dire, mais c'est franchement ma scène préférée du film. J'ose le dire, comme Steven Spielberg d'ailleurs. Et on a Matt Hooper, donc joué par Richard Dreyfuss, qui lui est l'océanographe vachement rationnel, qui donne toujours des théories sur tout, assez exactes, puisqu'il travaille là-dedans. Et ça a révolutionné le cinéma, ce trio, le film, le cinéma populaire, du coup, premier blockbuster d'histoire, et comme je vous dis, 470 millions de budget, de thunes engrangées sur 9 millions de budget, c'est énorme. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a le bouquin, je vous ai montré, il y a le film, et évidemment le petit synopsis qui va bien. Je vais vous raconter vite fait, on se ferait même un peu le résumé du film, pour ceux qui l'ont vu déjà. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que je peux quand même vous spoiler un peu. Tout démarre le 1er juillet 74, hein, ça se passe sur une île, donc une jeune fille, il y a des jeunes qui sont en soirée, puis une jeune fille rencontre vite fait un autre gars, elle décide d'aller se baigner, il la suit, bon ils sont un peu pétés, ils ont bu de l'alcool, soirée entre jeunes, un peu hippie. Elle décide de se baigner, mais lui il a du mal à se déshabiller, donc du coup il la rejoint pas dans l'eau, elle nage, elle se fait croquer, bon lui il est tellement bourré qu'il n'entend pas la fille crier, et puis bon elle se fait dévorer, donc première attaque déjà. Christine Watkins, donc la première victime, et d'ailleurs elle est sur l'affiche, elle fut la première, et celle-là, jouée par Suzanne Blacklini, donc c'était l'actrice qui jouait donc cette jeune fille au début, donc malheureusement l'actrice est décédée aussi en 2024, à 77 ans. Et donc après, le lendemain, on est tout de suite le lendemain, au domicile du chef Brody, donc ça se passe sur l'île de Martha's Vineyard, hein, donc l'île d'Amity, vraiment tournée sur l'île de Martha's Vineyard, mais là elle s'appelle Amity. Et donc on est au domicile du chef de la police, il a que sa femme, ses 2 gosses, il reçoit le coup de fil d'aller sur la plage, et puis il découvre le cadavre avec le mari, avec le gars qui était avec la fille, qui a repris ses esprits.
Faut savoir que Brody c'était avant un flic de New York où il y avait des crimes et tout ça, donc il a voulu muter dans un endroit plus calme, donc il est sur l'île d'Amity, et puis là bon il se retrouve avec un cadavre sur les bras. Bon lui il commence déjà à se douter déjà un petit peu que c'est peut-être une attaque, parce qu'on retrouve juste un bras de la victime sur la plage, et puis bon bah il y a le médecin légiste, tout ce qui s'ensuit. Ensuite il essaie de trouver des écriteaux pour fermer la plage, parce que lui il est persuadé que c'est une attaque de requin. Il le dit même au médecin légiste au téléphone, et puis au final bah, il y a une autre attaque qui va se dérouler un peu plus tard, quand Brody va être sur la plage avec sa femme. Il y a un jeune garçon qui va se faire manger également avec son ballon gonflable, et évidemment là ça va être le drame. La mère du jeune garçon qui est assez riche va proposer une prime pour tuer le requin qui a tué son fils. D'où là, c'est là que tout commence un peu le bordel, c'est que tous les gens vont vouloir, des chasseurs de requins qui sont sur le port, ou des ports itinérants, vont venir chasser le requin, ils vont prendre leur bateau et vont essayer de chasser le requin pour choper la prime de 3000 $. Et ça va mettre le chef Brody sans dessus dessous, parce qu'il n'a que lui comme flic et son adjoint. Donc voilà, il y a même Quint qui se propose de l'avoir pour 10 000 $, et Quint, bon, c'est le chasseur de l'île, joué par Robert Shaw, et qui lui, le plaisante pas, il veut vraiment le chercher lui tout seul. Par contre il veut tout seul, 10 000 $ pour sa pomme et personne d'autre, comme il dit. Et bon voilà, s'ensuit donc une traque qui va commencer, donc après ça va se calmer un peu les ardeurs, parce que le maire aussi, lui, va être contre Brody, parce que lui, le maire, qu'est-ce qu'il attend, lui? C'est le 4 juillet, avec les estivants, tous les fêtes, les touristes qui arrivent, et lui, il est hors de question qu'on ferme ses plages, donc le plus, lui, il s'obstine à laisser les plages ouvertes, sachant qu'il y a un requin aux alentours, qui pourrait bouffer les gens, quoi. Alors, vous allez voir, le maire, vous allez aimer le détester, c'est une pire ordure là-dedans, mais bon, au final, après, on se rend compte qu'il a quand même une âme, mais enfin... Dans le 2, il fera la même connerie, enfin, je vous expliquerai après. Ensuite, évidemment, la plage est ouverte le 4 juillet. Matt Hooper, entre-temps, arrive pour aider Brody. Brody qui se fait un peu gifler par la mère du gamin qui s'est fait tuer, donc qui déprime un petit peu, parce qu'elle se dit qu'il a raison, les plages sont restées ouvertes, mais ça, c'est à cause du maire, à la base. Et le soir même, donc Hooper va manger chez Brody, bon bref, ils installent, et puis ils vont aller ouvrir le ventre d'un requin que les chasseurs ont réussi à attraper, mais c'est pas le bon requin, c'est un requin tigre, et ce n'est pas le grand blanc qu'on recherche. Et c'est ce que Hooper va se rendre compte en ouvrant le ventre de ce requin-là, c'est pas le bon requin. Ils partent à sa recherche la nuit, trouvent un bateau en charpie, plus une tête qui flotte, vous allez comprendre, c'était marrant, vous regarderez. Le lendemain, ils expliquent ça au maire, il veut rien entendre, le maire, il veut tout ouvrir. Bon, il ouvre le 4 juillet, je veux que ce soit ouvert, je veux qu'il y ait du monde, voilà. Les vacanciers arrivent, point barre. Et du coup, surveillance des plages, donc avec Hooper, donc on leur laisse carte blanche quand même pour surveiller les plages, mais il y a des gens dans l'eau, donc ils surveillent, il y a même des gamins qui font une fausse blague avec un faux aileron pour faire croire la panique, ça fout un peu le bordel effectivement, ça fait vider tout le monde de l'eau, et du coup là le maire il fait un peu la gueule, sauf que pour une fois c'est pas la faute de Brody pour le coup, c'est des gamins qui ont fait un faux aileron, et à ce moment-là, dans le port avoisinant, il y a le requin qui se balade, le vrai, et là où il y a le fils de Brody évidemment, qui est en jeu de plage avec ses copains, dans l'eau. Alors, il attaque, bon, le fils de Brody n'a rien, le requin se sauve, bizarrement il bouffe un des pêcheurs sur son bateau, mais il bouffe pas le fils de Brody, heureusement. Le fils de Brody est juste choqué, il se retrouve un peu à l'hôpital avec sa mère et tout ça. Brody, là, ça le fout un peu en colère, donc il décide d'engager Quint pour tuer le requin. Bon, s'ensuit, bien sûr, après le départ des trois hommes, Quint, Brody et Hooper, sur le bateau, et après on ne voit plus que eux trois sur le bateau. Évidemment, Quint et Hooper au début, l'océanographe vachement cultivé contre le vieux chasseur, le vieux loup de mer. Évidemment, ça passe pas très bien au début, puis un soir, après avoir traqué un peu le requin de la journée, ils font un petit dîner, ils boivent un coup dans le bateau tous les trois, puis bon, ils deviennent un peu, voilà, ils s'entendent un peu mieux, voilà, disons, comparent un peu leurs blessures suite avec des petits requins qu'ils ont eus. Et là, Quint plutôt, parle d'une marque qu'il a, et il dit que ça s'est passé sur l'Indianapolis pendant la guerre. Il fait un monologue, super monologue, donc ma scène préférée du film, où il parle de toutes les attaques de requins, que sur 1100 marins, il n'y en a que 300 ou 200 qui ont été repêchés, enfin je sais plus le chiffre, et que tous les requins avaient bouffé les autres, en attendant que le bateau coule, il s'était pris une torpille, et lui il en a échappé, et il a dit qu'il ne mettrait plus jamais un gilet de sauvetage suite à ça. Donc vachement émouvante comme scène, vachement bien jouée par Robert Shaw. Ensuite, le requin attaque un peu de nuit, ils essayent de lui tirer dessus, même Martin, Brody. Le lendemain, le bateau est un peu en panne suite à l'attaque du requin. Le bateau refonctionne, ils essayent de lui accrocher des barils pour le fatiguer. Bon, il en faut un, il en faut deux, après il en faut même trois. Alors, pour replonger avec des barils qui te tirent 3 fois ton poids, c'est-à-dire que le requin, autant vous dire qu'il est balèze, il arrive même à tirer le bateau, même à la fin, enfin bref, à la force, Quint, il finit par péter un plomb.
Il arrive à harponner le requin avec les 3 barils, il décide d'avancer, mais le requin il est toujours derrière. Il tire le bateau, ça arrache même les trucs où ils sont accrochés, du coup ils se retrouvent, il y a de l'eau plein le bateau commence à couler, et là, eh ben, ils sont un peu dans la mouise. Dernière chance, la cage anti-requin de Hooper, pour essayer de lui faire envaler du poison au requin. Hooper descend dans la cage, pendant que le requin est un peu loin, ils descendent, et puis le requin, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la cage de Hooper, il essaie de lui harponner, de lui mettre le truc dans la bouche, de l'empoisonner, mais ça marche pas. Et son tube de poison tombe au fond de la mer, au fond de l'eau, et du coup, où le fond n'est pas très loin d'ailleurs, et du coup il attaque la cage, Hooper manque de se faire dévorer, il arrive à percer un peu le nez du requin pour le déstabiliser avec son couteau, et il arrive à se réfugier avec sa bouteille d'oxygène et tout au fond de l'eau. Le requin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, que ça s'arrête pas là, le requin, il se barre, il rattaque le bateau, il saute carrément sur le bateau, il casse la coque arrière. Alors là, le bateau, carrément, il chavire quand même, l'eau commence à rentrer, Quint, il commence à glisser, et il finit dévoré par le requin, le pauvre Quint. Voilà, il reste plus que Brody, et Brody, le bateau est en train de chavirer, il trouve une bonbonne d'oxygène qui flottait dans l'eau, et le fusil, il arrive à faire avaler, parce que le requin revient attaquer, il traverse la vitre du bateau, qui est encore en train de chavirer, Brody lui met la bonbonne d'oxygène dans la bouche, le requin se rebarre, avec un peu de chance, Brody monte sur le point le plus haut du bateau, c'est-à-dire le mât, et là, prend le fusil, essaie de tirer, évidemment avec des dernières cartouches, il arrive à péter le requin en 1000 morceaux, ça explose, scène monumentale, Hooper remonte de surface, et à la fin, ils se rendent compte que Quint est mort, et tous les deux, avec les barils et quelques planches, arrivent à faire un petit radeau de fortune en nageant, en battant des pieds, pour rejoindre la plage qui est plus très loin, et voilà, ça c'est la fin du film, et les amis, et voilà, et aussi, si je peux vous conseiller, si vous voulez un bon jeu de société, ça existe aussi en jeu. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, les Dents de la Mer en jeu, en 2 actes. Vous avez l'acte 1 sur l'île Amity, et après, acte 2 sur le bateau. Vous regardez les règles, c'est indiqué sur internet. Ça va coûter dans les 35€, 40€, enfin je sais plus combien, c'est pas cher, c'est vachement bien fait, c'est immersif à mort. Vous pouvez y jouer à plusieurs. Voilà, bon, bien sûr, après les Dents de la Mer 2, j'ai plutôt aimé. C'est pas de Steven Spielberg, mais c'est un réalisateur français qui est décédé aussi en 2024 ou 2025, c'est Jeanne Oswart qui avait fait Les Dents de la Mer 2, toujours avec Roy Scheider, et je veux dire que c'est la seule suite que j'aime. Les Dents de la Mer 3, ça commence à être bien moyen, le 4 c'est une daube, et le faux Dents de la Mer 5, la Cruel Jaws, qui est pas Les Dents de la Mer 5, mais qu'ils ont voulu appeler Les Dents de la Mer 5, bon ça n'a absolument rien à voir, c'est de la merde, mais si vous voulez le regarder pour vous fendre la gueule, c'est comme une parodie, vous pouvez y aller, regardez-le, vous allez rigoler. Ou alors faut rigoler. Voilà, mais regardez le 1, le 2, ça passe, et après, même si j'ai le 3 et le 4, parce que j'aime bien avoir des collections complètes, mais de temps en temps je me les mate pour me marrer, quoi. Mais le 1 et le 2, franchement, ça passe. Surtout le 1, évidemment. Voilà les amis. Oui, un petit truc aussi à vous dire, c'est que par rapport au bouquin, il y a plein de différences entre le requin et le film, entre le livre et le film, bouquin, requin, je me mélange les pinceaux. Donc il y a quelques petites différences entre le roman et le film, vous vous doutez bien. Bon, je vais pas tous vous les dire, je vous laisse acheter le roman, parce que franchement vous pouvez l'avoir pour pas cher sur Amazon. Brody, dans le livre, il mesure 1m90, ce qui n'est pas le cas dans le film, et il commence à avoir un peu de ventre, ce qui n'est pas le cas dans le film. Dans le film il est plutôt sec, musclé sec, mais assez mince. Et aussi, une autre anecdote, Larry Vaughn, le maire, donc le maire d'Annecy, qui est un peu une ordure, disons-le, dans le film, enfin, il veut ses sous de ça, mais carrément il a des liens avec la mafia dans le livre, chose qui n'est pas précisée dans le film, évidemment. Bon, il y a plein d'autres trucs comme ça, mais je ne vais pas tous vous les dire, je vous laisse le suspense de lire le livre. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Mon chat aurait bouffé tout cru ce requin. Il avait bon appétit quand même, mais bon, faut pas exagérer non plus. Voilà, en gros, ça me fait du bien de me dire que mon chat sera toujours là, et que c'est grâce à lui que j'ai eu le courage de refaire cette vidéo, parce que là, ça faisait 3-4 jours, 5 jours que j'étais pas bien, sachant qu'il est parti mardi ou mercredi soir. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie les amis pour votre soutien, pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, likez, partagez, mettez des pouces, et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut! Il nous faudrait un plus gros bateau, non? Non.